jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à ce que je me sois mariée, j'ai connu 80 hommes. Dès leur plus jeune âge, elles ont enchaîné les aventures. J'ai environ 60 conquêtes en 3 ans. Mais pourquoi sont-elles tombées dans cette frénésie amoureuse? Je suis tombée amoureuse de mon voisin à 12 ans et demi et j'ai eu des relations sexuelles avec lui et tout était normal. J'ai découvert qu'il me trompait et j'ai commencé à multiplier les conquêtes pour me venger. Le but premier, c'était réparer ce viol. J'ai voulu banaliser les choses, me dire mais c'est rien. Aujourd'hui, quel regard portent-elles sur leurs jeunes années? Je ne sais pas ce que c'est le flirt. Je ne sais pas ce que c'est les booms, tout ce qu'on peut vivre quand on est adolescent. Je sais séduire. Vous savez pas aimer? Je sais pas aimer. J'ai vu par expérience que ça faisait une mauvaise réputation et j'en ai beaucoup souffert. Ça vous a valorisé un temps, mais au final, la dévalorisation s'installe et le manque d'estime de soi est entretenu plutôt que d'être guéri. Je ne dis pas que j'aurai pas d'autres conquêtes, mais en tout cas, si je dois avoir un homme dans ma vie, c'est que vraiment, on se sera choisi, on se sera reconnu. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Les femmes que je reçois aujourd'hui ont toutes connu leur première expérience amoureuse à cette période souvent fragile qu'est l'adolescence. Elles ont découvert la sexualité à l'âge des premiers émois et elles ne se sont pas arrêtées là, elles ont enchaîné les partenaires. C'est avec franchise et honnêteté qu'elles ont accepté de venir sur notre plateau pour nous parler de leurs expériences, mais surtout de l'impact de celles-ci sur leur vie de femme. À 20 ans, elles multipliaient les conquêtes, c'est le titre de toute une histoire aujourd'hui. Et puis dans l'histoire continue, vous retrouverez deux de nos anciennes invitées, Carole et Julie, qui nous donneront de leurs nouvelles. Mais d'abord, commençons avec notre première partie, sexe et amour, pas toujours. Et nous saluons Alison. Bonjour Alison. Bonjour. Alison, vous avez 20 ans. Oui. Pour quelles raisons avez-vous accepté d'être parmi nous cet après-midi? Pour vous parler de mon expérience et trouver des réponses à mes questions. Alors c'est vous qui nous avez contactés dans l'espoir de trouver justement auprès de nos invités et de notre spécialiste Frédéric Farigou des réponses à des questions et des clés qui vous permettraient peut-être de comprendre vos relations aux hommes. À quand remonte votre première expérience amoureuse? Ma première expérience amoureuse, elle remonte à l'âge de 15 ans. Je suis restée avec ce garçon pendant 2 ans. Oui. Vous étiez amoureuse de lui? Oui, très amoureuse. Pendant 10 mois, on est resté ensemble. Et puis, qu'est-ce qui a mis fin à cette histoire? Et ensuite, en fait, il y a eu une coupure de 6 mois. Et après, par la suite, on est resté encore 6 mois ensemble. Et ensuite, j'ai découvert qu'il me trompait avec une copine à moi. Et pendant qu'il me trompait, en fait, j'étais partie en vacances en Espagne voir ma famille. Et du coup, je me suis sentie trahie. Et j'ai commencé à multiplier les conquêtes pour me venger surtout. Et aussi par manque d'amour et d'affection, puisque j'ai manqué de mon père. Mon père, il est parti quand j'avais 21 mois et il nous a abandonnés. Donc voilà. Alors là, vous avez tout dit, c'est-à-dire que vous avez presque les réponses aux questions que vous vous posez, alors, j'imagine, puisque vous avez déjà presque l'explication de toutes ces conquêtes. Non? Non. Ça ne vous suffit pas? Non, ça ne me suffit pas. Bon. Alors, donc, si je comprends bien, vous étiez amoureuse de ce garçon, vous vous êtes sentie trahie, oui. Vous avez enchaîné les conquêtes pour vous venger, mais sans éprouver de sentiments à ce moment-là? Non. Est-ce qu'il a réagi à toutes ces conquêtes de votre part? Ah non. Pas du tout? Non. Il y en a eu combien de conquêtes? J'ai environ 60 conquêtes. 60 conquêtes en combien de temps? En 3 ans, à peu près.
Vous n'êtes jamais tombée amoureuse sur les 60 conquêtes que Non. vous avez eues? Jamais. Non. Est-ce que vous aviez l'impression de vous perdre vous-même? J'avais besoin de me sentir aimée, je pense. Mais vous vous sentiez aimée? Ben non, puisqu'après, j'ai vu par expérience que ben, ça faisait une mauvaise réputation et j'en ai beaucoup souffert. Vous gardez quel souvenir de cette période de frénésie? Est-ce que vous y avez pris du plaisir, vous, personnellement? Oui, puisque j'ai quand même pris un peu plus confiance en moi, parce que je manquais aussi de confiance en moi. Là, vous vous êtes sentie séduisante? Oui, voilà. Donc ça vous a fait du bien quand même? Oui. Sur le moment, c'est après que je me suis rendu compte de certaines choses. C'est-à-dire? Vous êtes rendu compte de quoi? Que c'était pas forcément quelque chose de bien. Ouais, c'était pas forcément une solution. Oui, voilà. Parce que finalement, d'enchaîner comme ça, vous ne vous attachiez à personne. Oui. Et ce qui est plus fort, c'est d'éprouver des sentiments finalement. Oui. Donc ça veut dire quoi? Que vous avez plongé dans une sorte de dépression? Oui. Je suis tombée en dépression suite à une mononucléose que j'ai attrapée justement en boîte de nuit, je pense. Et par la suite, je suis tombée en dépression. Et j'ai perdu du poids. Je sortais plus. C'est un souvenir douloureux apparemment à évoquer. Ça a duré longtemps cette dépression? Oui, 6 mois. Donc 6 mois pendant lesquels vous vous êtes repliée sur vous-même? Oui. Vous vous êtes fait soigner? Oui. Vous êtes allée voir un thérapeute? Je suis partie voir un psychiatre et des psychologues. Ça vous a aidé? Oui. Et j'ai été aussi sous antidépresseurs pendant justement 6 mois. Que après, par l'ordre de ma psychiatre, j'ai arrêté, puisqu'elle m'avait dit qu'elle pensait que j'avais enlevé un poids, mais je pense que ça reste toujours, quoi. Quel poids vous aviez enlevé? Le fait d'avoir fait peut-être le lien entre le départ de votre père et ce comportement Oui. un peu compulsif? Oui. C'est ce poids-là que vous avez identifié? Oui. Et manifestement, ça ne suffit pas. Non. Depuis, vous vous êtes calmée ou ça a repris? Non, ça a toujours repris. C'est-à-dire que depuis, vous continuez à enchaîner les conquêtes? Je continue, oui. Depuis que vous vous êtes sortie de votre dépression? Oui, je recommence. Je ressors en boîte. Vous vous sentez mieux aujourd'hui? Non. Bon, alors on va demander à Frédéric, qui doit être, comme tout le monde, très Bonjour. touché par votre Bonjour. témoignage. On ressent une jeune femme un peu perdue. Ouais, Hein. en souffrance. Mm. Et, c'est vrai que si jeune et un parcours déjà si chaotique, c'est vrai que ça me touche. Mais vous avez, c'est vrai, Sophie le disait, vous avez des explications, effectivement. Je pense que vous souffrez d'un complexe d'abandon dû à l'absence de votre père. Et ce complexe d'abandon, ça vous a amené dans une forme de dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? C'est un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi qui est dû à des carences affectives. Et en fait, ces carences affectives de l'enfance, la carence, c'est l'absence de votre père, l'absence du regard d'un homme aimant sur vous. Et sur départ, vous avez sans doute vécu comme un abandon. Bon, vous n'en aviez pas conscience à l'âge que vous avez, mais avec le temps, c'est ça qui s'est installé. Ça laisse un grand vide intérieur. Et ce vide, en fait, la personne dépendante va chercher à le combler de manière compulsive, avec toute forme de compulsion. Et vous, ça s'est traduit par cette compulsion sexuelle qui va chercher, en fait, vous allez chercher à combler ce manque, cette insécurité affective dans le regard de multiples hommes. Mais c'est comme un shoot, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction dans la séduction, dans le moment de la rencontre, etc. Et puis après, ça s'effondre parce que ça ne dure pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre et il faut sortir de ça, c'est que la compulsion, la personne ne peut pas s'en empêcher. C'est plus fort qu'elle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le phénomène de compulsion, le besoin d'être aimé est tellement fort, est tellement intense, tellement urgent, que la personne va être amenée à chercher, effectivement, dans les rencontres, à combler ce manque. Mais le plus souvent, cette attitude masque la dépression.
Donc là, vous disiez que vous étiez sorti de la dépression, mais en fait, c'est ce comportement-là, la masque le mal-être. C'est pour ça que c'est important, quand on est dans cette problématique, de faire vraiment un travail en profondeur sur soi, pour comprendre les blessures, mais aussi trouver des moyens de les guérir. Parce que chercher l'amour dans les yeux de l'autre, ça ne marche pas. Ça passe par faire un travail. C'est dur d'apprendre à s'aimer, mais c'est indispensable pour sortir de la dépendance affective. Parce que la quête du partenaire idéal qui va résoudre tous mes problèmes, combler tous mes manques, c'est un leurre, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment important de faire ce travail sur soi pour reconquérir l'amour de soi et le respect de soi-même. Parce que vous le disiez, ça vous a valorisé un temps, mais au final, la dévalorisation s'installe et le manque d'estime de soi est entretenu plutôt que d'être guéri. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça? Oui, oui. Donc en gros, Frédéric, elle est en train de vous dire qu'il faut apprendre à vous aimer d'abord vous-même, qu'il faut vous donner de l'amour à vous-même avant pour pouvoir en donner aux autres. Oui. Ouais. Mais oui, parce que quand on a souffert d'un complexe d'abandon, quand on a eu le sentiment d'être abandonné, c'est difficile de se trouver aimable. On se dit, qu'est-ce que moi, en tant que personne, j'ai fait pour que mon père, en l'occurrence, me laisse ou ne s'occupe pas de moi. Donc il faut vraiment restaurer après une image de soi. C'est compliqué. Hein. Ah oui, c'est compliqué. Parfois, il faut une vie entière. Absolument. Mais bon, grâce à Frédéric, vous allez gagner des années, je l'espère en tout cas. J'espère. Voilà pour l'expertise de Frédéric. Nous allons passer à l'expérience de nos invités maintenant. Bonjour Françoise. Vous aussi, Françoise, vous avez manqué d'un cadre familial structuré. Vous avez grandi dans quel environnement familial, justement? J'ai grandi avec des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour, mais c'était des parents, on était après 68. Donc, il y avait beaucoup de monde à la maison, on faisait de la politique. On n'était pas, ils n'étaient pas dans un mouvement hippie ou quoi que ce soit, mais dans leur manière de penser, oui. Donc, vous dire quoi, qu'ils étaient très libres? Très libres. L'un envers l'autre? Pas du tout. Mais pas l'un envers l'autre, mais par rapport à l'éducation qu'on a pu nous donner, qu'on a pu me donner. Je parle de moi, mais je parle aussi de mon frère qui était beaucoup plus grand que moi, qui avait 12 ans de plus. Mais surtout moi. Ça veut dire que vous étiez très libres tous les deux de faire ce que vous vouliez? Complètement. Peut-être lui un petit peu moins, mais il était parti déjà, quand j'avais 12 ans, il était déjà marié. Donc ça veut dire quoi, que on vous a fait prendre la pilule assez jeune? Alors c'est-à-dire que je suis tombée amoureuse de mon voisin à 12 ans et demi et que j'ai eu des relations sexuelles avec lui. Il avait quel âge, votre voisin? 17 ans et demi. Ouais. Et que tout était normal et que j'ai voulu, prendre la pilule, ce qui était tout à fait logique pour moi. Mon père m'a menée chez le docteur et j'avais 13 ans et je prenais la pilule et j'avais des relations sexuelles régulières avec ce garçon. Et... Vous diriez quoi, que vous étiez déjà en couple avec ce garçon? Oui, puisqu'il venait à la maison, etc., qu'il dormait à la maison, que je dormais avec lui, chez lui, etc. Un peu jeune. Un petit peu. Peut-être que du coup, on éprouve moins de désir quand on connaît tout très jeune, non? Ah, c'est sûr que, oui, je suis restée 3 ans avec ce garçon. Je ne sais pas ce que c'est le flirt. Je ne sais pas ce que c'est les booms. Je ne sais pas ce que c'est tout ce qu'on peut vivre quand on est adolescent. Heureusement que je faisais de la natation et que j'avais encore ce groupe où je pouvais aller avec des potes, nager, etc. et tout. Mais autrement, j'étais déjà bien avec mon copain. J'avais 14 ans et j'avais une vie sexuelle. J'étais à part, quoi. J'étais complètement à part. Je ne le disais pas à mes copines, quoi. Je m'en vantais pas, en tout cas. Vous semblez regretter de ne pas avoir connu les booms, les flirts, et de ne pas avoir espéré la sexualité comme un Graal. Oui, complètement, oui. Mais oui, bien sûr. Vous regrettez un petit peu? Bien sûr, parce qu'à 12 ans et demi, on est une enfant. Et ben oui, je pense qu'il y a des stades, des âges dans la vie et qu'il faut respecter le rythme de son corps. Et ce que je n'ai pas fait du tout. Voilà, Alors, est-ce que le fait d'avoir eu cette histoire de couple finalement très très jeune, ça a influencé la suite de votre vie amoureuse? Oui, tout à fait. J'ai enchaîné après avec une histoire d'amour
que j'avais 16 ans. Et ça a été une histoire d'amour basée sur la sexualité. Je veux dire, je n'ai pas flirté avec ce garçon-là, puisque je ne sais pas ce que c'est que flirter. Mais c'est une histoire d'amour ou qu'une histoire de sexe? Non, là, c'était une histoire d'amour. Mais bon, comme il me trompait beaucoup, du coup, après, je me suis vengée. Donc, j'ai commencé là, à entamer ma vie sexuelle. C'était... Oui, c'était à ce point-là. à ce point-là. Donc, ça veut dire que vous avez connu combien d'hommes? Vous avez compté? Non, non, j'ai jamais tenu un tableau de bord, ni compté. On va dire que jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à ce que je me sois mariée, j'ai connu 80 hommes. Combien? 80. Eh bien. Eh bien. Je n'ai jamais flirté, je suis sortie avec beaucoup d'hommes. C'est-à-dire quoi pour vous flirter? Flirter, c'est embrasser un garçon, aller au cinéma avec lui. Patienter un peu. Patienter un petit peu, faire non. monter la sève. Voilà. Ah non, mais là je dis pas, je vais pas dire ce que je pense. Mais non, là, ça n'avait pas besoin d'être entretenue. Elle montait de suite et puis. Non, il y avait des relations sexuelles de suite. À vrai dire, j'ai chassé comme un homme. Est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas très romantique? Si, je suis très romantique, mais aujourd'hui. Mais à l'époque, vous chassiez comme un homme. Je chassais comme un homme, exactement. C'est-à-dire que j'ai jamais été une très belle femme, une très belle fille. J'ai toujours été une nature assez garçon, avec mes cheveux courts et tout, mais je pense que ça se sent et que les garçons ont des scanners dans leurs yeux et qui voyaient très bien qu'avec moi, ça pouvait être très facile. Il paraît qu'ils le voient dans les yeux. Oui, dans les yeux, oui. Ça se sent. Peut-être que ça se... Voilà. Et du coup, donc vous aviez du succès, quoi. J'avais du succès, mais que pour des relations sexuelles. Hein. Mais quoi, aucun ne tombait amoureux de vous? Si, c'est arrivé, bien sûr. Moi aussi, je suis tombée amoureuse, mais ça pouvait pas fonctionner. Je veux dire, parce qu'on met la charrue avant les bœufs dans ces cas-là. Donc, ça peut pas marcher comme ça. C'est joli comme expression, en tout cas. Bon, bref. Oui. À l'époque, vous en étiez consciente de tout ça? Pas trop. D'accord. Puis à 25 ans, vous avez finalement rencontré celui qui allait devenir le père de votre fille. Oui. En quoi était-elle différente des autres, cette rencontre-là? Mais d'abord, il ne me voulait pas, Marc. Donc déjà, ça attire en général. Alors là, vraiment. Et puis là, on s'accroche, hein, du coup. Complètement raisonnable, gentil, il faisait de l'escalade, il faisait partie, comme moi, d'une association. Oui. Quel genre? Non, mais sur les murs. Ah, sur les murs, les montagnes, etc. Il encadrait des jeunes comme moi. Enfin, il était un peu baba cool, cheveux un peu longs et tout. Pas du tout mon genre. Et lui, vous ne voulez pas? Il ne me voulait pas. Donc, vous vous êtes accrochée? Donc, je me suis accrochée. Et vous vous êtes dit, celui-là, je l'aurai? Celui-là, ça sera le père de mes enfants. Ah oui, carrément. Complètement, oui. Bon. Et j'ai eu raison de m'accrocher. Alors, ça vous êtes accroché longtemps? 7 ans. Vous l'avez... Non, non, je me suis mariée. Je suis restée mariée pendant 7 ans. Non, ça va, il a vite succombé quand même. Oui. Ça va. Genre combien de temps? 1er mai, un mois. Ah bon, c'est tout? Un mois, c'était beaucoup pour moi quand même. Vous avez flirté là pendant un mois? Non. Ah bon? Non, pareil, j'ai pas flirté avec Marc. On est de suite passé au sexe, mais finalement, je pense que... Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois? Vous avez fait un travail d'approche? Je l'ai suivi un petit peu, j'ai fait un peu d'escalade, j'ai vaincu mon vertige, j'ai fait des activités un petit peu avec lui. Voilà, on était à la mer, c'était... Bon, quand même, oui. Ça ressemblait mais sans un peu... flirt, quoi. On va dire, il vous a pas embrassé, quoi? Il m'a pas embrassé, non. Je suis sortie avec un de ses copains, et puis un peu pour le faire rendre un peu jaloux, et puis ça a marché, voilà. Bon, et donc, alors, l'histoire a été consommée, on s'est mariés. Vous êtes mariée, vous êtes devenue maman. Oui. Et l'histoire a duré 7 ans. Pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté. Parce que on s'aimait moins. Bon. Voilà. Et puis, à 32 ans, donc, vous êtes de nouveau retrouvée célibataire. Oui. Alors, comment vous avez abordé cette nouvelle étape de votre vie de femme? Comme avant, comme quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire qu'à nouveau... Je me suis remise à chasser. Comme vous dites. Je me suis remise à chasser. C'est vrai? Oui. Et alors là, à nouveau, il y a eu beaucoup de passages? Il y a eu du passage. Beaucoup de passages. Mais là, par contre, j'étais beaucoup moins bien. Parce que j'étais plus... je savais ce que c'était qu'avoir un homme bienveillant. Parce que mon mari a été bienveillant avec moi pendant 7 ans. Et puis j'avais ma petite Léa.
Et je trouvais, là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, avoir de la sexualité aussi facilement. Puis bon, en plus, à 32 ans, c'est plus facile, hein, parce que du coup, on fréquente des hommes qui ont 40 ans, qui sont... Enfin, je veux dire, on est beaucoup plus désinhibés. On n'a plus 20 ans, et du coup, en face, j'avais des hommes qui savaient ce qu'ils voulaient, et donc, ben voilà, ça collait. Mais... et puis, j'avais ma petite Léa au milieu, donc c'était compliqué. Déjà que j'ai eu beaucoup de mal à être... Maman. Maman, oui, oui. À me dire... Est-ce que ça vous embêtait peut-être par rapport à votre fille de lui montrer... Elle était consciente de, de votre manière de vivre? Non, jamais. Vous ne lui avez jamais montré? Elle a bien vu que j'avais de temps en temps des chéris, mais bon, qu'elle voyait... Enfin, elle ne les voyait pas d'ailleurs. Non, non, non. Vous les rameniez chez vous? Non. Ah bon? Non. Si, quand elle n'était pas là, mais autrement, non. Non, 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 on ne confond pas tout. Surtout pas. Frédéric, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce comportement de Françoise avec les hommes? En fait, ce qui est intéressant dans votre histoire, Françoise, c'est que l'histoire que vous avez vécue avec le père de votre fille n'a pas guéri vos blessures, en fait. Non, complètement. Ni vos carences affectives de l'enfance. C'est ça qui s'est produit. Oui. Et vous reveniez à la case départ, en fait, avec la même souffrance. Qui était masquée par ce comportement compulsif de conquête. Vous disiez, je chassais comme un homme, mais vos blessures, elles étaient toujours là. Et les blessures d'enfance, c'est quoi? C'est qu'elle n'a peut-être pas été assez regardée par ses parents? Là, c'est ça, c'est le manque de repères, le manque de cadre, la négligence. Et le manque de soins quelque part, parce que le fait de voir sa fille à 12 ans avoir ses premières relations sexuelles, vous l'avez dit, vous avez sauté toutes les étapes, c'était beaucoup trop jeune, et du coup il y a un manque de protection parentale là, et c'est une forme de carence affective, ça. Bien sûr. Manque de cadre et de protection. Donc, tant que ça, c'est pas guéri, eh bien, vous étiez reparti dans ce comportement compulsif avec peut-être plus de difficultés, justement, parce que vous étiez devenue femme, vous aviez un autre regard, et sans doute que ça ne vous renvoyait pas une image très satisfaisante de vous-même, ça entretenait une forme de dévalorisation. Oui, 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 complètement. Vous savez, pour revenir un petit peu à mon enfance, mon frère disait que j'étais une petite fleur sauvage au milieu du jardin. Il me dit, heureusement, tu étais en bonne santé. Oui. J'avais de l'amour, hein, il n'y avait pas de souci. Mais ce manque de cadre, bien sûr. Mais je pense sincèrement que mes parents ne l'ont pas fait exprès. C'est parce que c'était... voilà. J'ai beaucoup d'indulgence envers mes parents parce que on était à une époque aussi où, bon, ben, peut-être qu'il y avait cette manière de vivre, cette manière de... Et puis aimer, c'est aussi donner du cadre. Et je pense que par rapport à votre fille, vous n'avez pas reproduit les mêmes choses. Et ça n'a rien à voir. Aimer, je veux dire, on grandit par la frustration. On devient femme par, on devient femme par autre chose que par la sexualité. Mais moi, je ne le savais pas. Je le sais maintenant. Mais non, non, non. On ne devient pas femme par la frustration non plus. Par autre chose que par... Oui. Non. Non, pas que par la frustration. Mais dans mon cas, ça a été... Non, Fred. Ah oui, Frédéric, c'est sûr. La frustration n'est pas nécessaire. Par contre, c'est le respect de soi. Le respect de soi. À un moment donné, aussi, c'est de dire non, à 12 ans, il y a d'autres choses à connaître avant la sexualité. Il y a effectivement la découverte de soi, la découverte de son corps, les changements corporels, il y a les premiers flirts, vous le disiez très bien, les premières booms, tout cet apprentissage de la vie sentimentale, l'éducation sentimentale. Et effectivement, le fait de mettre la sexualité avant tout ça, ça vous a fait perdre là aussi complètement vos repères amoureux, affectifs. Oui, complètement, oui, complètement. C'est vrai que c'était bon de fantasmer sur le grand brun qui était en CM1. C'est ça. Bref. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes vous-même une ancienne serial lover. De quelle manière votre carrière de séductrice a-t-elle débuté? Alors moi, ça a débuté aux alentours de 18 ans. Je suis partie, j'ai passé 1 an au Mexique en fait. Et c'est là où j'ai découvert que je pouvais plaire. Et alors, je sortais un peu des normes du Mexique. J'étais 1m74, blonde aux yeux bleus, alors qu'en général, les femmes là-bas sont plutôt petites, rondouillettes et les yeux noirs, cheveux noirs. Jusque-là, ça s'était passé comment avec les garçons?
Alors, j'étais la bonne copine. J'étais la fille que tous les garçons rejetaient. Mais oui, j'étais la bonne copine et oui, j'avais pas mal de refus et c'était pas facile à vivre. Bon, et donc vous vous êtes un peu découverte au Mexique après un séjour d'1 an. Donc là-bas, vous avez eu plusieurs copains? Alors, bon, j'ai eu un copain principalement, mais disons que j'avais tous les garçons à mes pieds, je pouvais choisir les garçons que je voulais. Et c'était tout à fait nouveau parce que jusqu'à maintenant, on me refusait tout le temps. Et puis là, d'un seul coup, j'arrivais, tous les garçons me regardaient, les yeux brillants, à me faire des compliments. Et d'un seul coup, c'est génial. Ça... Vous en avez profité? Ah oui, j'en ai profité d'une certaine manière. C'est agréable d'avoir des regards comme ça. Des regards qui se posent sur vous, les gens qui vous font des compliments et au niveau de la confiance en soi, ça a beaucoup de valeur. Donc vous êtes rentrée en France, vous avez continué à séduire? Non, je suis rentrée en France et c'est redevenu comme avant. C'est-à-dire? Donc pareil, refus sur refus. Alors bon, c'était... Refus sur refus, c'est-à-dire vous chassiez vous aussi? Voilà, un peu comme madame. Et vous disiez quoi pour qu'on... Alors... disons que je pense que j'étais un peu trop directe. Et puis bon... Alors, par exemple, vous adressiez un garçon et vous disiez quoi? Ah non, j'avais pas de terme particulier, mais c'était ma manière d'essayer de faire les choses. Moi non plus, je passais pas par le flirt. Je voulais savoir si ça pouvait être faisable ou pas. Donc, la sécurité derrière... Un peu trop direct. Donc. Voilà. Et parfois, ça leur fait peur. Oui, voilà, ça faisait peur. Et puis, en plus, des fois, j'étais trop grande, des fois, à l'époque, trop musclée. Alors, tout de suite, les garçons... Ils refusaient. Bon, jusqu'au jour où vous avez eu un déclic, c'est-à-dire, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, c'était un 14 février. Alors, on entendait à la radio, de partout, parler de la Saint-Valentin. C'était le premier jour des vacances et j'ai passé ma journée devant mon ordinateur en pyjama, déprimée, avec un pot de pâte à tartiner. Et là, sur Internet, à un endroit, je vois une publicité pour un site de rencontre qui avait comme idée de considérer les garçons comme de la marchandise. Et donc j'ai trouvé le concept intéressant et donc je me suis rendue sur le site pour voir ce que c'était, mais par amusement principalement d'abord. Et puis je me suis inscrite comme ça, pour voir et puis pour faire des rencontres. Mais à la base, sans obligatoirement avoir... des relations sexuelles ou quoi. C'était vraiment faire des rencontres, aller boire un café, si ça se passe bien, c'est cool. Sinon, tant pis, il n'y avait rien à voir. Voilà. Et alors? Et alors, j'ai fait des rencontres qui sont plus ou moins bien passées. Alors, au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai mis en place un système. Quel système? Un système de temps partiel régulier, CDD, CDI. Et disons qu'il fallait que les choses soient cadrées pour que la relation se passe bien, les relations se passent bien pour moi et pour l'autre personne. Et donc je faisais clairement comprendre qu'on pouvait commencer en temps partiel. Et après, temps partiel, c'était quoi par exemple? Alors temps partiel, c'était une soirée, tout simplement, un soir, voilà. Passer une bonne soirée. Alors d'abord, il y a le temps partiel régulier, alors là c'était de temps en temps. Si la personne était disponible, on envoyait un message, t'es dispo ce soir? Oui, non. Mais voilà. avec relation sexuelle à la clé? Parfois non. Mais bon, après, c'est vrai que dans ce cas-là, c'était plus, oui, dans ce cas-là, oui, avec des relations à la clé, oui. Mais des fois, c'était juste passer un bon moment ensemble. Sex friend, quoi, ce qu'on appelle ça. Voilà, c'est ça, un peu. Mais des fois, c'était seulement pour une CDD, par exemple. Alors, CDD, tout compte fait, je n'ai pas trop eu parce que soit ça passait du temps partiel au CDI, soit... vous êtes passé parfois du temps partiel au CDI? Ça m'est arrivé une fois et depuis, ça n'a plus changé. Il est toujours en CDI, le gars? Voilà, c'est ça. Bon, dis donc. Il est bon alors, il remplit bien sa fonction. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Bon, alors combien de temps a duré cette forme d'expérimentation? Alors, entre 8 mois et 1 an. Donc, j'ai eu environ 15-20 garçons environ. Mais surtout, j'en ai profité pour m'amuser. Parce que c'est vrai que dans les périodes comme ça,
quitte à être célibataire, eh ben, autant ne pas déprimer et s'amuser et profiter de la vie. Hein. C'est ce que je dis et c'est ce que j'assume. Et bon, je le disais même à mes amis, hein, je leur disais, bah, écoutez, profitez-en, hein, on est jeunes, il faut profiter de la vie et il ne faut pas... Vous ne regrettez pas cette période? Ah non, pas du tout. Vous n'en avez pas souffert? Non, 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 au contraire, parce que ça a été une période qui a permis de me construire, qui m'a appris pas mal de choses, tout compte fait, sur les relations. Même si je n'avais pas une relation stable, ben, avec des bribes de relations comme ça, et d'affection aussi, ça m'a permis de... Mais vous ne vous êtes pas dit que peut-être vous galvaudiez, vous donniez comme ça facilement? Non, parce que... Ça vous a pas traversé l'esprit? Alors peut-être, oui, peut-être que je me donnais facilement. Après, dans mon principe et dans mon organisation, je n'étais avec des garçons qu'avec les garçons qui me plaisaient, avec qui je me sentais bien. Et en général, d'abord, de toute manière, c'était clair d'avance, on allait boire un café, etc. On passait un peu de temps ensemble avant qu'on passe à autre chose, s'il y avait autre chose. Et donc moi, il fallait que je me sente bien, c'était un peu moi qui dirigeais, même si bien sûr le garçon aussi, mais je tenais les rênes et je me respectais aussi. C'était dans certaines limites et c'était moi qui nous mettais les règles. Pas mal hein, comme idée. On va voir ce qu'en pense Gabrielle. Il est temps à présent de la saluer. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors vous, votre vie amoureuse, Gabrielle, a débuté sous de mauvais auspices ou pas? Oui, ma vie sexuelle a très mal commencé, donc à 16 ans. Donc j'ai eu ma première relation sexuelle, donc je venais tout juste d'avoir 16 ans, avec un garçon un tout petit peu plus âgé. Et en fait, la première expérience s'est très mal passée, c'est-à-dire pas de tendresse, pas de câlin. Donc on s'est connus et puis bon, une semaine après, 15 jours après, on a eu notre première relation sexuelle. Enfin, c'était pour moi la première. Et donc ça s'est très mal passé dans le sens où il n'a pas du tout été câlin, tendre, pas de préliminaire, rien. Et une fois l'acte fait, il m'a rejetée. Moi, j'ai été très, très surprise. Je pensais qu'il allait me prendre dans ses bras, qu'il allait y avoir de la tendresse. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Une fois que ça a été fait, bon, bah, il m'a jetée. Donc, je suis partie pleurer dans la salle de bain toutes les larmes de mon corps. Voilà, ça a été ma première expérience. Vous étiez quel genre de jeune femme à l'époque? Alors, j'étais... une jeune femme qui allait très 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 mal dans sa peau, j'allais très très mal, grosse blessure narcissique, je ne m'aimais pas. Quelle raison? Pour tout un tas de raisons liées à... Une enfance difficile. Voilà, une enfance difficile. Mais alors j'étais très bonne élève, j'étais la première de la classe, donc on ne m'appréciait pas à ce niveau-là. Mais paradoxalement, j'étais très très extravertie, j'étais punk. J'avais besoin, pour me sentir exister, d'être différente des autres. C'était nécessaire pour moi. Donc j'étais la plus extravertie du lycée, j'en étais très fière. J'avais la crête, j'étais punk. Voilà, j'étais... Donc à l'extérieur, très, très, très extravertie, mais à l'intérieur, timide et très mal dans ma peau. Ce garçon, vous l'avez revu? Alors, je ne l'ai revu que 2-3 fois. Moi, j'attendais son appel, j'attendais. Bon. Donc, je ne l'ai revu que 2-3 fois. Et malheureusement, quand je l'ai revu, ça a été uniquement des relations sexuelles. Pas d'amour. Il ne m'a pas donné la tendresse, l'amour. Et vous étiez amoureuse de lui, vous? Oui. C'était mon premier. J'avais 16 ans. Et je croyais être amoureuse de lui. En fait, j'avais besoin d'être aimée, d'aimer, d'être aimée. Et donc, voilà, je ne l'ai revu que 2-3 fois où ça a été uniquement de la même chose, une relation sexuelle, puis au revoir. Bon, et puis ce garçon vous a présenté son meilleur ami? Oui, donc au bout de 3 mois, il est parti en vacances et il m'a présenté son meilleur ami. Et il m'a dit donc que mon meilleur ami va s'occuper de toi. Donc j'ai cru que, naïvement, j'étais très naïve, j'ai cru que ça voulait dire qu'il allait prendre soin de moi pendant son absence. Et lors d'une soirée avec donc son meilleur ami et des jeunes, des hommes, j'ai bu beaucoup, j'ai fumé du cannabis, c'était la première fois que j'en fumais. Donc j'étais dans un état où je contrôlais plus grand-chose. Et ce meilleur ami m'a entraînée dans un coin et m'a violée. Voilà, donc j'avais
J'avais 16 ans et 3 mois. Ça a été vraiment un traumatisme énorme. Alors, est-ce que ça veut dire que tout ça, ça a influencé vos relations amoureuses futures? Alors, vous vous êtes dit quoi? Complètement. Malheureusement, j'ai essayé donc pour supporter ce traumatisme, j'étais un petit peu dans le déni. C'est-à-dire, j'ai voulu banaliser les choses, me dire mais c'est rien. Et je me suis dit, ça m'est venu, c'est comme boire un verre d'eau. Avoir une relation sexuelle, c'est rien. C'est comme boire un verre d'eau, c'est anodin, ça n'a aucune conséquence. Et pour me le prouver, eh bien, j'ai multiplié les conquêtes. J'avais beaucoup de succès. J'étais une jeune femme, très jeune femme, jolie, qui avait beaucoup de succès. Donc je me faisais draguer. J'allais en soirée, je buvais. Et eh bien, quand un jeune homme qui me plaisait à peu près me draguait, j'acceptais. Et je couchais dès le premier soir. Donc j'allais chez lui. Et vous preniez du plaisir? Non, aucun. J'étais frigide. Le but premier de toutes ces relations sexuelles, c'était réellement, j'essayais de réparer ce viol. Et en répétant, pour essayer de banaliser le fait, banaliser l'acte. Or, plus je couchais avec n'importe qui, plus je me dégoûtais moi-même. Plus je me sentais salie, plus je me dégoûtais. Donc, comme je me dégoûtais, je recommençais. En essayant de me dire à nouveau, mais non, c'est rien. Coucher avec quelqu'un, c'est rien. Et donc, je recommençais. Et à chaque fois, moi, je cherchais à être aimée. Or, malheureusement, quand mes partenaires avaient couché avec moi, après, en général, je ne les revoyais plus. Parce que je devais avoir aussi une assez mauvaise réputation, je pense. Voilà. Frédéric, ce cercle vicieux. Gabrielle a bien expliqué ce cercle vicieux dans lequel on entre quand il y a un mécanisme de défense qui se met en place. Et vous, le mécanisme de défense que vous avez mis en place pour supporter cette souffrance abominable du viol, c'est la banalisation et le fait de se déconnecter de son propre corps. Tout à fait. Il y a quelque chose, donc effectivement, vous ne pouviez rien ressentir puisque vous étiez coupé de ce corps qui devenait comme un objet, un instrument. Voilà. Et ce mécanisme de défense, effectivement, le cercle vicieux, c'est qu'il ne résout rien. Bien au contraire, il ne fait qu'entretenir l'image négative de soi, le manque d'amour de soi. Et on se trouve face à des partenaires qui, de toute façon, ne peuvent pas nous aimer puisque le travail à faire, c'est sur soi. Et surtout, prendre la mesure de la souffrance qui vous a été infligée. Oui. Je ne me respectais pas. Oui. Je ne m'aimais pas, donc je pense qu'on ne pouvait pas m'aimer. Je ne me respectais pas. J'aurais voulu être un pur esprit, ne pas avoir de corps. Je haïssais mon corps. Donc je m'en fichais. Enfin, c'est ce que j'essayais de me convaincre. Oui. J'essayais de me convaincre que mon corps n'avait aucune importance, donc n'importe qui pouvait en faire ce qu'il voulait. Sauf que ça ne marchait pas du tout comme ça. Ça ne marche pas, ça marche d'autant moins qu'à un moment donné, toute la souffrance que le corps a introjectée, à un moment donné, s'exprime. Elle peut s'exprimer sous la forme de maladie, elle peut s'exprimer sous la forme de violence à l'égard de son propre corps. Et ce que vous faisiez, c'était une forme de violence. C'est-à-dire que c'était une manière de punir cette personne qui n'était vraiment pas aimable, puisque on avait pu lui faire subir de tels actes. Donc, effectivement, le chemin, là encore, c'est de récupérer de l'amour de soi. C'est compliqué, mais c'est vital. C'est très long. Oui, c'est long. Si vous voulez vous réagir en direct au témoignage de nos invités, n'hésitez pas à utiliser le hashtag toute une histoire. Et puis, juste après ces messages de la rédaction, nous découvrirons le témoignage de nos autres invités. À tout de suite. En 2006, Gaël témoignait anonymement du calvaire qu'il avait vécu. Je dormais dehors, par terre. Il me faisait faire la vaisselle, il me faisait nettoyer les excréments de chiens. Il me frappait, il me tabassait. 7 ans plus tard, c'est à visage découvert que nous retrouverons Gaël dans l'histoire continue. Aider quelqu'un, c'est ce que j'ai pas reçu moi, donc pour moi, c'est comme une thérapie. Son parcours force l'admiration. Et il en est la preuve, même les épreuves les plus traumatisantes peuvent être surmontées. Vous aussi, venez partager votre expérience sur notre plateau. Vous n'avez jamais connu votre mère et après des années de recherche, vous êtes sur le point de la retrouver.
Vous venez de découvrir qui est votre mère et vous vous apprêtez à la rencontrer pour la première fois. Après avoir été longtemps en froid avec votre mère, vous venez de reprendre contact et vous espérez pouvoir vous réconcilier avec elle. Vous êtes brouillé avec votre mère et vous aimeriez lui passer un message dans toute une histoire. Vous n'avez pas vu votre enfant depuis des années et vous voudriez profiter de l'émission pour renouer le dialogue. Pour apporter votre témoignage, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur notre site internet. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, pour vous remercier de votre fidélité, nous organisons un jeu concours dès à présent. Postez sur Facebook ou sur Twitter les meilleures photos de vous regardant toute une histoire. Le grand gagnant aura la chance de venir passer une journée dans les coulisses de l'émission. Toute l'équipe de Toute une histoire est impatiente de découvrir vos plus beaux clichés. Alors prenez vos appareils photo et cliquez. C'est la suite de Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez. À 20 ans, mes invités avaient déjà une longue expérience amoureuse. Elles collectionnaient les hommes sans pour autant y trouver leur épanouissement. Et puis un jour, elles ont dit stop. C'est ce qu'elles vont nous raconter dans la deuxième partie de notre émission. Je suis ce que je suis. Et c'est avec Claire que nous allons reprendre le fil de notre émission. Que vous inspire le titre de notre deuxième partie? Eh ben, il m'inspire que c'est pour ça que je suis présente aujourd'hui. C'est pour dire qu'il faut être sûr de soi et puis oser le dire et oser assumer quoi? D'avoir des relations, d'un soir, même si c'est mal vu. Voilà. Mais contrairement à Alison, Frédéric, ça part pas d'une blessure là. Non, c'est ça. Il faut nuancer les propos parce que là, vous n'avez pas le même vécu. Voilà. Donc effectivement, c'est pas de la dépendance affective. C'est vous, ça vous a permis de vous donner confiance en vous en fait, en votre capacité de pouvoir séduire un homme et vous aviez besoin de ça pour grandir. Et donc vous êtes allé chercher dans ces relations cette confiance en vous. Alors quand c'est maîtrisé comme ça, parce qu'il y avait c'était quand même très contrôler votre système, ça fonctionne parce que c'est dans le respect de soi-même. Le problème, c'est que quand on est dans la dépendance affective, on n'est plus dans le respect de soi-même. Donc on est dans un tout autre registre. Alors le CDI, il a débuté il y a combien de temps? Il a débuté il y a un peu plus de 3 ans. Bon. Donc disons que c'est ça qui a achevé ma période. Et là, vous dites quoi? Que vous êtes bien, que vous êtes épanouie? Ah oui, complètement. Amoureuse? Oui. Et... Aucune envie d'aller voir ailleurs? Ah non. Et justement, c'est ça aussi que ça m'a apporté, le fait d'avoir pu connaître différents garçons. C'est que j'ai pu avoir différentes expériences. Ça m'a permis aussi de savoir plus ce que je voulais ou ce que je voulais pas. Même si des fois, c'était des expériences d'un soir. Mais des fois, de prendre un café, etc., de connaître un peu la personne. De toute manière, c'est ce que je faisais à chaque fois. Ça m'a permis vraiment de me dire, voilà, ça, c'est pas bon pour moi, ça irait mieux. Et aujourd'hui, j'en suis très contente parce que... on comprend. Hein. Et c'est d'autant plus que quand je vois mes amis qui arrivent à 24, 25 ans, pour certains qui ont été en couple pendant 6, 7 ans, là, d'un seul coup, ils se disent « Oh mon Dieu, j'ai passé ma vie avec une seule personne, qu'est-ce que c'est ailleurs ?» Alors, cela dit, moi, je comprends que vous ayez fait votre expérience, mais ça peut être dangereux quand même aussi, Frédéric. Je ne sais pas si c'est un conseil qu'on peut donner à ceux qui nous regardent. Je ne crois pas, parce que ça vous a réussi, mais on peut s'y perdre aussi. On peut s'y perdre et surtout, on peut masquer de cette manière un mal-être. Faire des expériences, c'est important, justement. Moi, je vois beaucoup de femmes arriver à 40, 50 ans qui n'ont eu qu'un seul homme dans leur vie et qui, du coup, se retrouvent avec un besoin de plaire, d'aller tester leur pouvoir. C'est quand même délicat de dire à celles qui nous regardent, aux jeunes qui nous regardent, essayez. Comment vous faites, vous, comme ça? Non, mais c'est pas essayer, c'est l'éducation aussi sentimentale. Ça ne veut pas forcément dire avoir des relations sexuelles à chaque fois, mais c'est flirter, c'est découvrir des personnalités, c'est l'éducation amoureuse. Et les gens qui effectivement ont eu des expériences se dirigent souvent vers un conjoint choisi en connaissance de cause. Donc c'est dans ce sens-là que ça peut être positif. Donc vous voyez souvent des femmes d'une quarantaine d'années qui ne connaissent rien à l'amour, en fait. Beaucoup.
qui manquent totalement d'expérience, qui ont eu un seul partenaire avec une sexualité catastrophique et qui effectivement se retrouvent comme des jeunes filles à 17, 18 ans à faire leurs premières expériences et avoir leurs premiers émois sexuels. Bon, Françoise, c'était pas votre cas en tout cas. Non. Hein, vous, 80 conquêtes, 7 ans d'accalmie, et puis à nouveau, combien de conquêtes? Je ne me rappelle plus. À ce point-là? Non, je plaisante. Bien sûr, je m'en souviens, mais beaucoup de conquêtes. Bon. Ça se compte plus, ça se dit pas. Après, on se fixe sur des chiffres et non, ça se dit pas. Et vous en êtes où alors aujourd'hui? Aujourd'hui? Ouais. Oh là là, aujourd'hui je suis célibataire. Hein. Je suis célibataire aujourd'hui. Vous n'êtes toujours pas retombée amoureuse? Mais bien sûr que je suis tombée amoureuse, mais ça se fait pas comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir passé ma vie. Je sais pas. Moi, je sais séduire. Vous savez pas quoi? Je sais séduire. Vous savez pas aimer? Je sais pas aimer. Je sais aimer, mais je sais pas recevoir l'amour. Moi, je sais séduire, je sais mettre dans mon lit. Non, mais séduire, c'est pas aimer. Non, mais justement, c'est tout ce que je sais faire. Séduire, mettre dans mon lit. Après, qu'est-ce que j'en fais? Après, vous sabotez? Après, je sabote. Ou alors, je fais en fonction. Je rencontre la personne qui fera tout pour saboter. Comme ça, je n'aurai pas à saboter. C'est une autre solution. Ça, en général, il y a des professionnels du sabotage. Il y a des professionnels du sabotage, en effet. C'est vrai. Et bien sûr, je suis tombée amoureuse. Je suis le dernier amoureux que j'ai eu. C'était il y a 1 an et demi. Et un homme il génial. était comment celui-là? Il était grand, beau, il sentait bon le sable chaud. Non, il était super. Et puis par contre, lui, il ne comprenait pas que j'ai fait l'amour si tôt, à 12 ans et demi. Et 13 ans, il me disait, mais enfin, tes parents, le cadre, ça a manqué et tout. Et puis il m'angoissait. Hein. Je lui disais, mais enfin, il faut m'accepter tel que je suis. Il me dit, mais je t'accepte. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et cet homme, il est venu tellement me titiller qu'au bout d'un moment, je me suis partie en dépression et que je me suis rendu compte qu'il avait raison. Ouais. Et donc, notre histoire d'amour s'est arrêtée. Peut-être pas pour toujours. Peut-être pas pour toujours. En tout cas, aujourd'hui, elle est arrêtée. Et depuis 1 an, je travaille là-dessus. Mais je savais que j'étais dans la mauvaise voie, puisque de toute façon, j'ai toujours couru après des hommes et avec qui ça n'a jamais fonctionné. Enfin, donc ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, vous êtes posé un petit peu, vous êtes posé les bonnes questions et que vous essayez d'apprendre à aimer? Apprendre à aimer, à m'aimer surtout. Oui. Parce qu'à partir du moment où je peux m'aimer, quelqu'un m'aimera. That is the key. Mais c'est compliqué de s'aimer, de prendre confiance en soi, d'avoir de l'estime de soi. Alors, quand son corps est passé comme ça dans différentes époques, on va dire. J'ai l'impression d'avoir eu 3 vies. Et je me dis, je ne vais pas arriver à m'aimer, alors que j'y arrive. Vous y arrivez? J'arrive. Ah bon. Alors, depuis 1 an, vous avez décidé de prendre soin de vous, d'appuyer sur la touche pause de votre vie amoureuse. Vous avez pris conscience que votre quête perpétuelle d'attention se faisait au dépens peut-être de vous-même et que vous pouviez vivre votre féminité autrement que par la recherche permanente d'aventure. Apprendre à s'aimer, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Regardez, Alison, ça pourrait peut-être vous intéresser. Sur le marché d'Apt, en Provence. Depuis qu'elle est célibataire, Françoise voit la vie différemment et profite de plaisirs simples avec sa fille Léa, 20 ans. C'est les tomates grappes, marmande, cœur de bœuf grappe. Je prends des cœurs de bœuf. J'y vois rien. Combien de centimes il faut? 35 centimes, on les a. Bon week-end, mesdames. Vous aussi, au revoir. Merci. On va boire un café, ma chérie. Allez, on y va. Le passé de sa mère, Léa ne le connaît que depuis 1 an. Françoise a eu à un moment donné le besoin de raconter à sa fille son attitude vis-à-vis des hommes. Et le soda. Pour moi, à 20 ans, c'est pas normal d'avoir de multiples relations. Parce qu'il faut profiter, il faut s'amuser, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir se respecter aussi. Pour moi, voilà, c'est pas quelque chose de très normal, quoi. Mais je te rassure, Léa, c'est pas normal. Enfin, voilà, de toutes les copines, j'étais la seule, et justement, même si ça me gênait pas, parce que ça faisait partie du personnage, que
Françoise, elle avait des conquêtes, etc. et tout. C'était... je voyais bien que mes copines, elles n'étaient pas comme moi, quoi. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis contente de savoir. Ouais. Mais je trouve que ça a détendu même nos relations. Je trouve que du coup, on est une relation de femme à femme et qui est plus forte. Finalement, j'avais super peur de te dire tout ça. Et au contraire, c'est que du bon, quoi. Hé, ma bébé! Salut! Celle qui connaît Françoise mieux que personne, c'est Bérangère, son amie d'enfance. Les deux femmes partagent tout depuis qu'elles ont 7 ans. Ensemble, elles ont tout vécu. Et Bérangère n'a jamais jugé son amie. Bérangère fait partie des phares qui m'ont éclairée, vraiment, quoi. Quand j'ai commencé à avoir la vie que j'ai eue, Et pour nous, c'était presque naturel que tu aies cette vie-là, je sais pas. Pour moi, c'était pas choquant, je veux dire, pas particulièrement, quoi. Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je plaise. Alors peut-être parce que je suis pas une bimbo, peut-être parce que j'avais... Et puis cette liberté aussi... Tu avais une mauvaise estime de toi. Une mauvaise estime, ouais. Ouais, parce que je me trouvais un peu ronde, pas trop jolie, brune, alors que les blondes étaient plus jolies. Enfin voilà, cette image idiote. Alors ça, je me trouvais très très bête. Donc de toute façon, comme je me trouvais bête, la seule chose qui pouvait intéresser les hommes, c'est le sexe. Et ça, je savais faire. Voilà. Et ils me demandaient pas autre chose. Et je ne leur demandais pas autre chose. Des souvenirs qui remontent vite à la surface, surtout lorsqu'elles regardent les photos de leurs 20 ans. Regarde comme on est trop belle. De voir ces photos m'a bien changé quand même. Toi, non. T'es gentil. T'as les mêmes cheveux. 30 ans, 30 kilos. 30 ans, 30 kilos, ouais. Moi, je les ai perdus. On a fait un échange. On a fait un échange de kilos. Et pourtant, quand tu regardes les photos, je suis pas très jolie. Hein. Tu vois, celle-là, là. Tu te trouves pas très jolie? Bah non, je suis ronde et tout. Même si Françoise n'a jamais eu de secret pour Bérangère, elle n'a jamais osé lui demander combien d'hommes elle avait eu dans sa vie. Combien de conquêtes? On va dire un bus et demi. Ça peut être des minibus. Ça peut être des minibus. Ça me fait tout drôle parce que je suis en train de me remémorer que finalement j'ai eu beaucoup plus de conquêtes que j'ai pu le dire. C'était comme aller boire un café. Et que je me suis vraiment perdue, quoi. Sexuellement, physiquement. À bientôt 50 ans, Françoise a pris conscience que ses aventures sans lendemain ne l'avaient jamais rendue heureuse. Aujourd'hui célibataire, elle semble enfin en paix avec elle-même. Cette période-là, bien sûr qu'elle est derrière moi, mais en même temps, elle fait ce que je suis aujourd'hui. Je dis pas que j'aurai pas d'autres conquêtes, mais en tout cas, elles se feront dans le désir et pas dans la recherche absolue du regard, d'aller la rechercher chez un homme. Non. Si je dois avoir un homme dans ma vie, c'est que vraiment, on se sera choisi, on se sera reconnu. Voilà. Léa nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ce reportage? Un peu d'émotion quand même si j'ai suivi à peu près tout. De l'émotion, pourquoi? C'est difficile d'entendre que sa maman a eu autant de conquêtes? Non, moi, dans l'émotion par rapport à aujourd'hui où elle en est. Par rapport à tout ce qu'elle a vécu, par toutes les étapes qu'elle est passée. Alors pourquoi de l'émotion? Parce que vous êtes fière de son parcours? Ben oui, parce qu'il y a des femmes malheureusement qui ont du mal ou qui n'y arrivent pas ou qui mettent beaucoup plus de temps et qui ça fait beaucoup plus souffrir. Donc c'est vrai que je suis fière d'elle et c'est touchant. Est-ce que votre regard sur votre maman a évolué? Vous l'avez compris à quel âge, vous? Moi, j'ai l'année dernière, donc à 19 ans. Comment vous l'avez compris? Ben, je ne l'ai pas compris, elle me l'a dit. Ouais. Donc vous en avez parlé ensemble? Oui, on en a parlé pendant un moment. Et voilà, ça m'a pas... J'ai pas changé de regard sur elle après ce qu'elle m'a dit. Est-ce que vous vous êtes senti cadré dans votre jeune âge, dans votre vie amoureuse? Est-ce que votre maman vous donnait des conseils? Oui. Est-ce qu'elle était tolérante ou est-ce qu'elle était autoritaire par rapport à ça? Alors, elle était tolérante, mais très cadrante. Donc, c'est-à-dire que je pouvais aller avec mes copines, par exemple, mais jusqu'à 6h et pas 6h02.
Voilà. Donc c'était tout le temps comme ça. Et si j'arrivais à 6h02, eh ben, c'était la punition où le lendemain, je ne pouvais pas sortir. Vous avez eu votre premier flirt amoureux à quel âge? J'ai connu mon premier amour à 14 ans. Ah, très jeune quand même. Non, amoureux sexuellement. Ah, sexuellement? Oui. Non, vers 16 ans. D'accord. Voilà. Vous l'avez beaucoup conseillé sur ce plan-là? Ça n'a jamais été tabou de parler de sexualité à la maison. Il n'y avait pas de tabou. Par contre, j'ai toujours veillé à ce qu'elle vive, elle, son adolescence avec des... Il y a des rituels. 12 ans, 12 ans et demi, 13 ans, 13 ans et demi. Je me faisais une joie à 13 ans et demi qu'elle parte l'après-midi s'amuser avec ses copines, aller faire du vélo, qu'elle ait des petits chéris. Qu'elle ait une enfance, une vraie préadolescence, une vraie adolescence. Et surtout, mettre dans ce que je pouvais lui dire, de l'affection dans le sexe, quoi. Que ça ne se faisait pas comme ça. Et puis, un jour, elle a eu 14 ans et elle est tombée amoureuse d'un garçon de 21 ans. Et là, ça a été le drame pour moi. J'ai dit non, elle va faire comme moi. Et j'ai tout mis en place, alors qu'elle n'était pas du tout là-dedans, Léa. Mais j'ai eu super peur, même son papa me dit quand même... j'ai eu très très peur, c'était dans mes tripes. Je voulais pas relation avec votre voisin, vous étiez amoureuse de lui? Oui, mais j'étais trop jeune. Je voulais pas que Léa vive la même chose que moi. C'était pas possible. Il faut vivre avec son âge. Il me semble que c'est important. Ce qui est très frappant quand on voit tous les deux, c'est qu'elle a les cheveux longs et elle est en robe. Oui. Vous vous mettez en robe de temps en temps, vous? Oui, bien sûr. Ah bon? Oui, pour le jour de l'an. Comment? Pour le réveillon. une fois par an, quoi, en gros. De temps en temps. Si l'été, je suis en robe. Si. Je sors quand même un petit peu. Quand je sors, je me mets en robe. Oui. Non, je suis assez... C'est vrai que Léa est très féminine. Mais depuis toute petite. Elle adore les paillettes. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de témoigner toutes les deux? Moi, pour accompagner ma maman, déjà, pour l'accompagner dans cette expérience. Et puis aussi pour dire que c'est pas parce que nos mamans sont comme ça ou que les mamans de nos copines sont comme ça, que nos copines ou nous-mêmes sommes comme elles, qu'on peut, éviter de faire des erreurs qu'ont fait nos parents, qu'on peut... On n'est pas obligé de reproduire. Voilà, qu'on n'est pas du tout obligé de reproduire. D'autant plus qu'apparemment, votre maman vous a donné une éducation et de l'amour qui vous a peut-être permis de prendre confiance en vous. Je l'espère, en tout cas pour vous. Au jour d'aujourd'hui, oui. J'ai eu du mal à l'acquérir, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Ce que les mères ont à transmettre, c'est juste, il ne faut pas trop parler de sexualité, mais c'est que les mères ont à transmettre, c'est d'autoriser leurs filles à vivre ce qu'elles n'ont pas vécu elles. Et ça, visiblement, le message est passé et c'est très important. Parce que moi, je veux dire que mon cabinet est rempli de femmes qui ont été choquées par et d'hommes d'ailleurs, qui ont été choqués par la manière dont on leur a parlé de sexualité. À la fois parce que c'était trop cru ou trop violent. Donc je trouve qu'il faut rester assez chaste avec ses enfants pour parler de sexualité, mais effectivement, les apprendre à se respecter et à dire que la sexualité, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose, on ne donne pas son corps à tort et à travers, on le donne à quelqu'un pour qui on a des sentiments, avec qui on a envie de partager quelque chose de fort, et que, voilà, ça fait partie d'une construction, mais que ça se passe dans le respect de soi. C'est vraiment très important. Après, le droit au plaisir aussi, c'est important d'en parler, mais le plaisir, les enfants, le plaisir sexuel, les enfants le connaissent très tôt. Donc on n'a pas besoin de leur dire que le plaisir sexuel existe. Les mères ne sont pas là pour ça. Mais elles sont là pour, effectivement, quand elles ont eu des blocages dans leur sexualité ou quand elles ont eu une vie sexuelle insatisfaisante, pour X raisons, de dire, bah voilà, moi j'ai vécu ça, mais j'aimerais que tu vives autre chose. Leur donner l'autorisation. Puis aussi, il me semble que c'est important... je trouve qu'aujourd'hui, moi j'ai eu la chance, c'était dans les années 80, c'était c'était moins violent qu'aujourd'hui par rapport à la sexualité des jeunes. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à des images très crues, à des films qu'ils vont voir sur Internet, à un aspect très technique de la sexualité. Et à la limite, il y a moins de tabous à aller vers le sexe que vers les sentiments. Absolument. C'est ça. Ils sont beaucoup plus angoissés par l'idée d'éprouver des sentiments.
Oui, et c'est ce qui m'anime un petit peu, de par mon expérience, parce que justement, je sais ce que c'est que la peur des sentiments et pas la peur du sexe. Et voilà. Donc, bon, alors comment ça va, vous, aujourd'hui? Ça va très bien. Vous aimez bien? Je commence à bien m'aimer. Bon, est-ce que... Je commence à être un sujet de désir et plus un objet de désir. Et ça, c'est important. Pas mal. Et alors, vous avez un peu défini le profil qui vous conviendrait? Oh, un peu fêlé quand même, comme moi. Celui qui vous a un peu titillé, là. Ah, celui qui m'a un peu titillé? Oui, vous pourriez pas le revoir, celui qui m'a un peu titillé. Oui, non, mais je l'ai toujours par texto quand même. Hein. Ah bon? Ah, vous savez, j'ai de très bonnes relations avec mes ex. Pas tous, heureusement, parce qu'autrement, j'aurais besoin de 3 téléphones. Mais des vrais ex. Puis, vous savez, moi, j'ai une grande C'est quoi les vrais ex? C'est ceux pour lesquels pour lesquels vous avez éprouvé quelques sentiments, voilà, quand même. Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, bien sûr. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir aussi des amis hommes très importants dans ma vie. Ils sont toujours là. Et puis ils sont là, quoi. Vous aviez consommé quand même avec eux? Jamais. Ah ben non. Donc ça peut arriver? Ah oui, ça peut arriver. Bien sûr que ça peut arriver. Oui, oui. Eh bien, on vous souhaite quoi? Qu'est-ce que je dois vous souhaiter? Que je continue mon chemin tranquillement. D'être bien dans votre peau et bien dans votre vie. Voilà, dans ma vie. Continuer à profiter de Léa. La rencontre. Peut-être. Que vous n'attendiez plus, qui arrivera au bon moment. Peut-être. Mais oui. Un jour, je vous disais, je me dis un jour, on se choisira. Hop, quelqu'un avec qui je choisirai. Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric? Je ne sais pas. Je pense qu'elle est... Là, du coup, on sent une tranquillité. Il n'y a plus ce besoin compulsif. Et c'est ça que ça donne, le travail sur soi, et travailler à se respecter et à s'aimer, ça donne cette tranquillité. Il n'y a pas d'urgence à rencontrer, il y a une tranquillité. Donc ça, paraît que c'est parfois à ce moment-là que ça arrive. Absolument. Au moment où on se dit, on est bien, tranquille, seul et tout. Absolument. Ah, pouf. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que j'en ferai quand même. Hein. Et voilà, vous verrez. Voilà. Vous viendrez nous raconter? Oui, bien sûr. Gabrielle, vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir réussi à surmonter le traumatisme qu'a été l'agression sexuelle que vous avez subie à l'âge de 16 ans et qui, pendant plus de 20 ans, a faussé votre rapport aux hommes et à l'amour. Vous me disiez tout à l'heure que vous ne vous respectiez absolument pas et que vous essayiez à l'époque de minimiser l'importance de se donner justement physiquement. Tout à fait. Oui, dans tous les partenaires que j'ai pu avoir, donc on va dire en gros de 16 à 20 ans, à un moment j'ai arrêté de compter parce que j'ai dû à peu près une cinquantaine de partenaires. On va dire que de 16 à aujourd'hui, entre 100 et 150, mais j'ai essayé un jour de compter, mais je me souviens plus. Vous aviez quelle image de vous? Très mauvaise. Très mauvaise image de moi. De toute façon, je ne m'aimais pas. Donc, je pensais qu'on ne pouvait pas m'aimer. Je ne me sentais pas une femme. Et je croyais que être une femme, c'était être un objet de désir pour l'homme. C'est ce que je pensais. Je pensais qu'être aimée, c'est être un objet de désir. Donc, je me donnais à n'importe qui. J'étais en quête d'amour. Et je ne recevais que du sexe. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que ce n'est pas ainsi qu'on trouvait l'amour. Et j'ai aussi mis très longtemps à me pardonner, en quelque sorte, parce que je me suis beaucoup culpabilisée aussi de cette agression. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. Donc j'ai réussi, grâce à mon analyste, 18 ans d'analyse, à me pardonner, à enfin m'aimer un peu, à me respecter et donc à ne plus avoir ce besoin d'être comblée affectivement, exactement comme le dit Françoise. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis célibataire, je n'ai plus ce besoin d'être comblée, donc je vis ma vie tranquillement, je n'ai plus du tout d'aventure, je ne veux plus en avoir, je veux me respecter. Si un jour vous rencontrez l'amour? Tant mieux. Tant mieux. Vous n'êtes jamais tombée amoureuse pendant toutes ces années? Oh, mais si, plein de fois. Plein de fois. Bon, j'ai eu des petits moments où j'étais en couple 2 ans avec quelqu'un, 2 ans et demi avec quelqu'un. J'ai eu des moments comme ça. Et à chaque séparation, je repartais
dans la quête infernale où je multipliais les partenaires, parce que non seulement, voilà, toujours la même chose, je ne me respectais pas, je voulais toujours me prouver que la sexualité, c'était rien du tout. Tu disais, c'est comme boire un café. Moi, c'était comme boire un verre d'eau. Moi, c'est ça. Pourquoi ça n'a pas marché, vos histoires? Vous tombiez sur qui à chaque fois? Je choisissais des gens plutôt très dévalorisants à mon égard, hein, bien sûr. Je choisissais... Des gens qui vous trompaient Ah non, pas qui me trompaient, plutôt des pervers narcissiques. Hein. J'ai choisi plutôt des gens très dévalorisants. Ouais, des pervers narcissiques. Oui. Voilà. Oui. Bon, donc vous avez bien tout exploré. Ah oui, donc maintenant, je reste célibataire. Comme ça, au moins... Voilà, pour l'instant, je reste célibataire. Donc, vous aviez un message qui vous tenait à cœur, lequel? Oui, tout à fait. Qui pourrait probablement aider Alison. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai souhaité venir à l'émission lorsque j'ai vu l'intitulé. C'est pour un petit peu réhabiliter l'image des filles faciles, femmes faciles. C'est-à-dire que derrière ce terme, voilà, on imagine des nymphomanes. Alors peut-être que certaines femmes, et tant mieux pour elles, aiment le sexe, et c'est très bien. Mais je pense que pour la plupart, les femmes comme ça qui multiplient les partenaires sont, à mon avis, déjà ne s'aiment pas, ont une grosse blessure narcissique pour tout un tas de raisons. Ça peut être des raisons liées à leur enfance, des traumatismes, pourquoi pas un viol comme moi-même j'ai subi. Donc qui essayent de se réparer alors que ce n'est pas du tout la bonne solution. Et surtout, elles cherchent l'amour, elles cherchent à aimer et à être aimées. Elles cherchent à être aimées. Et parfois, on ne sait pas comment être aimée. Eh bien, elles peuvent croire que c'est en donnant son corps, en étant désirées, qu'elles sont aimées. Or, pas du tout. Moi, j'ai longtemps confondu le désir sexuel des hommes avec l'amour. J'ai cru que les hommes qui me désiraient m'aimaient. Pas du tout. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, ne jugeons pas les filles faciles, les femmes faciles. Beaucoup de détresse peuvent se cacher derrière. Beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance. Et comme vous le disiez très justement, souvent des abus sexuels, des carences affectives importantes, de l'abandon. Et effectivement, votre témoignage est important pour ça, pour ne pas juger. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est important de se faire aider pour identifier justement les blessures qui sont à l'origine de ce comportement compulsif. C'est aussi important pour apprendre à s'aimer et se respecter, c'est de développer ses talents, des compétences, des aptitudes, apprendre à se connaître pour se valoriser autrement qu'en allant chercher l'amour dans le regard de multiples hommes. C'est aussi apprendre à connaître ses besoins, son monde intérieur, être capable de dire ses insatisfactions, être capable de prendre en charge son besoin. Parce que la personne qui est dépendante affective a un besoin affectif énorme, elle ne le prend pas en charge et elle cherche à s'en occuper à travers l'autre. Donc le fait de le reprendre en charge, ça permet de ne pas accepter des situations inacceptables et d'apprendre à se respecter. Donc c'est vraiment important de faire ce travail pour récupérer de l'amour de soi et pas aller le chercher à l'extérieur. Faire le deuil du partenaire idéal, comme je le disais, qui va combler tous mes manques, ça n'existe pas. Et aussi comprendre que ce n'est pas l'autre qui doit s'occuper de moi, c'est à moi de m'occuper de moi dans mes besoins. Alors tout ça c'est vrai, enfin, on peut quand même trouver un partenaire assorti, on va dire. Bien sûr. Mais qui ne soit pas un objet, parce que du coup, le dépendant affectif devient un objet, mais il objectise aussi la personne qu'il a en face de lui, parce qu'il se sert de lui pour combler son manque. Et c'est indépendamment de la relation qui se crée. C'est pour ça que ce n'est pas des relations qui se créent vraiment. Ce ne sont pas des relations. Chacun cherche à combler un manque. Alison, oui. Est-ce que vous avez un peu avancé? Oui. Oui? Oui. Comment vous vous sentez? Je me sens... J'ai eu quelques réponses à mes questions, quand même. Beaucoup plus par exemple? Déjà, il y a beaucoup de choses que la psychologue a dit que je me reconnais dedans. Par exemple, le fait que j'arrive pas à dire non aux gens. Et j'ai tout le temps ce besoin continuel de plaire, c'est tout le temps comme ça, en fait. Donc c'est important d'apprendre à se respecter, à pouvoir dire non, à pouvoir choisir des situations, à dire quand ça ne vous convient pas. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de poursuivre votre discussion avec Frédéric après l'émission. Et puis peut-être qu'on aura le plaisir de vous recevoir dans quelques temps sur le plateau de l'Histoire continue. Oui, j'espère. Et que vous irez mieux, je vous le souhaite en tout cas. Merci d'être venu nous voir, une émission qui aura certainement renseigné de
nombreuses téléspectatrices ou téléspectateurs sur ce sujet. Merci à Frédéric. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carole et Julie sur le plateau de l'Histoire continue. Deux femmes aux histoires fortes qui ne peuvent nous laisser insensibles. Carole était venue nous parler du sentiment de culpabilité qui l'animait depuis qu'elle avait récupéré son fils, victime des sévices de son père. Quant à Julie, elle s'était retrouvée seule durant sa grossesse et avait eu du mal à se projeter vers l'avenir. Nous allons tout de suite prendre de leurs nouvelles. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec vous, Carole, que nous allons ouvrir ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Vous étiez venue sur un thème particulièrement sensible, l'enfance maltraitée. Jean-Luc Delarue et l'ensemble de l'équipe avaient été bouleversés par votre histoire et par la force de caractère de votre fils Gaël, qui à l'époque avait témoigné anonymement. Pour quelles raisons vous aviez accepté notre invitation ? Tout d'abord, je pensais que ce serait peut-être pour moi une thérapie pour m'ouvrir et parler de notre histoire tellement lourde et tellement douloureuse. Et pour une autre raison aussi, c'est pour faire comprendre un peu aux gens qu'à côté de nous, on a peut-être un enfant qui est en souffrance et on ne le voit pas. Il faut être attentif pour ça. Alors, quand vous êtes venu la première fois sur notre plateau, vous étiez encore rongé par la culpabilité. N'aviez-vous rien vu? Cette question restait sans réponse. Bien que meurtri par ces années de souffrance, votre fils n'avait eu de cesse de vous rassurer. Au fil du temps, quel lien avez-vous créé avec Gaël? À quoi ressemble la vie d'homme de cet enfant maltraité? C'est ce que je vous propose de découvrir en images. Il voulait me faire passer pour un chien et il me disait que c'était comme ça, qu'il fallait que je vive. Âgé de seulement 14 ans, Gaël avait trouvé le courage de venir témoigner de son calvaire. Après la séparation de ses parents, pendant près de 21 mois, il avait été séquestré par son père et victime de nombreux sévices. Tu t'es retrouvé donc chez ton papa, tu avais 5 ans? Oui. Comment ça a commencé la vie avec lui? Ça a commencé bien et après ça a commencé à dégénérer. C'est-à-dire? Je dormais dehors, par terre. Il me faisait faire la vaisselle, il me faisait nettoyer les excréments de chiens. Et te faire vivre au milieu des chiens, tu nous as dit, ce qui est extrêmement choquant. C'était devenu ma nouvelle et grande famille. C'était tout pour moi. Mais tu aboyais, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ben, j'étais transformée, j'étais plus moi-même. Manipulé et maltraité, Gaël n'avait plus aucun contact avec le monde extérieur. Pas même avec sa mère, Carole. Ta maman venait te voir? Oui, elle venait me voir, elle essayait de venir me voir le plus souvent possible, mais je refusais de la voir. Il avait des consignes. Son père lui disait « Ta mère arrive, tu sais ce que tu as à faire, sinon tu vas voir. » Sinon quoi? Sinon, il me frappait, il me tabassait. Carole ignorait tout du quotidien de son fils, jusqu'au jour où enfin, elle avait réussi à se retrouver seule avec lui. Et ce jour-là, le 3 août 2002, pourquoi est-ce que tu t'es approché de ta maman? Je sais pas, comme j'ai vu que j'étais tout seul, j'ai voulu revoir ma mère parce que je manquais de quelque chose. Je manquais d'amour, donc j'ai voulu m'approcher d'elle et quand elle m'a pris dans ses bras, elle a vu que j'avais des coups parce que je l'ai repoussée parce que j'ai dit que j'avais mal. Depuis l'arrestation et la condamnation de son père, Gaël et sa mère réapprenaient à vivre ensemble. Il se reconstruit doucement. C'est un enfant qui est adorable, qui aide les autres. Comment tu expliques que toi, tu ailles si bien? Ben, j'ai eu de l'aide. Ah oui, tu vas pas si bien que ça quand même. Hein. C'est le fait de voir ma mère pleurer. Je t'aime, mon chéri. Moi aussi. Gaël est aujourd'hui âgé de 21 ans. Il peut donc désormais témoigner à visage découvert. Et 7 ans après l'émission, il se souvient de l'adolescent qu'il était à cette époque. Ça faisait tout juste 4 ans que je sortais de chez mon père et c'était encore tout frais. On est dans un moment de gros doute. On ne sait plus où on est, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment la vie va se passer. On ne sait pas si ça va recommencer. Mais avec le temps, Gaël a trouvé la force de se relever. J'ai eu plusieurs vies. Quand j'étais petit,
Quand je suis partie chez mon père, ça a été une deuxième vie pourrie et j'ai eu ma troisième vie. 12 ans après mon calvaire, je revis, j'ai un boulot, j'ai tout. Enfin, il était temps. De toute façon, la vie est un combat, il faut toujours avoir la garde. C'est comme la boxe, il faut toujours avoir la garde et riposter derrière pour arriver à gagner. Un garçon au mental d'acier et qui ne manque pas non plus d'humour. Chuck vs la poule. Bombe le torse, bombe le torse. Chuck Norris qui murmura à l'oreille de la poule. Mais pour être totalement comblé, il manque encore à Gaëlle le sourire de sa mère. Ma mère, elle se sent encore coupable. C'est très difficile pour elle. Et de voir que c'est difficile pour elle, c'est difficile pour moi aussi. J'aimerais bien qu'elle s'en sorte, elle. Ça serait la plus belle chose qui arriverait. De la revoir sourire, ça serait la meilleure des choses. Carole, la mère de Gaëlle, et Stéphanie, sa tante, ont chacune redoublé de patience et d'amour pour apaiser ses souffrances. Il était mal en point et physiquement et surtout psychologiquement. Et on avait peur, oui, pour l'avenir, c'était une évidence. Quand Gaël est sorti de cet enfer, il était en souffrance, terriblement violent et terriblement agressif. On savait qu'on allait avoir quelques années relativement compliquées à ce niveau-là pour l'aider à se reprendre en main et à récupérer une vie normale. Défi pourtant relevé, et les deux femmes en sont encore admiratives. Gaël, aujourd'hui, va bien, il va même très bien. Il est arrivé à se remonter de tout ça de façon presque incroyable, quoi. On a fini finalement par voir le bout du tunnel. Il est merveilleux. Il est... Oui, je trouve mon fils merveilleux. Il est devenu quelqu'un de bien. Il ne manque qu'une seule chose à Carole, se débarrasser de sa culpabilité. J'ai pas su le protéger et ça me crève le cœur. Mais le fait que Gaël aille bien aujourd'hui, oui, bien sûr que ça m'aide. Je suis heureuse de le voir comme il est. Du côté de Nîmes, c'est dans un lieu symbolique que Gaël nous a donné rendez-vous. La caserne où il est pompier volontaire depuis bientôt 1 an. Ça va ? Salut. Ça va bien ? Et c'est parti pour la première intervention de la journée. Une lycéenne a fait un malaise dans son établissement. « 144 de tension, 88. » C'est bon, elle ? C'est bon. Allez. Possibilité que ce soit l'appendicite. Hein. Ça te rassure pas, hein ? Non. Voilà. Quand j'étais beaucoup plus petit, j'ai pas eu la chance qu'on m'aide. Pour moi, c'est comme une thérapie. C'est aider quelqu'un, c'est ce que j'ai pas reçu moi. Donc voilà, ça fait chaud au cœur. On voit qu'on a servi à quelque chose, qu'on a été utile. On a envie encore plus d'aider les personnes. À peine de retour à la caserne, Gaël et son équipe partent pour une seconde intervention. Ils doivent cette fois-ci secourir une femme bloquée sur son balcon. La porte est fermée, vous pouvez pas entrer. Je préfère casser là que la porte. Et apparemment, tu peux ouvrir. Madame, mettez-vous de côté, s'il vous plaît. Mettez-vous un peu plus loin. Mettez-vous de côté. Ouais, il y a un vrai... ouais. Si Gaël a réussi à trouver un équilibre dans sa vie, rien n'aurait été possible sans le sport. Allez, saluez! Allez, on démarre, on y va, c'est parti, on court! Depuis l'âge de 12 ans, le jeune homme pratique la boxe française. C'est moi le premier entraîneur de Gaël, c'est moi qui l'ai formé. Il est arrivé à la salle, c'était un petit gamin très timide. Et à fur et à mesure d'être avec nous, il est devenu moins timide. Ça lui a permis de prendre de l'assurance et de découvrir un petit peu le monde extérieur. Ralentissez, marchez, soufflez, on récupère. Plus qu'un loisir, cette discipline a été salvatrice pour Gaël. Et il est même devenu champion de France en 2011. Pour moi, c'est un exutoire. Ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire. Quand je m'entraîne et que je boxe, j'essaye de donner le meilleur de moi-même et
Ça me permet de me vider l'esprit et d'être tranquille à la maison. Être tranquille à la maison auprès de sa famille, et notamment de Manuela. C'est sa petite amie depuis 8 mois. Alors ça va ton entraînement, ça s'est bien passé? Ouais, dur comme d'hab. 11 ans après sa séquestration, Gaëlle a trouvé auprès de sa famille l'amour et l'attention nécessaires pour avancer. Franchement, je suis fière du travail que tu as accompli. Je l'ai pas fait seul. Tu es devenu quelqu'un de bien. C'est en grande partie pour ça que je t'ai choisi pour être le parrain de Pablo. Je sais que tu seras là pour lui et que je peux compter sur toi. On dit merci. Maintenant, je vais bien. Tu le vois bien, je pense. Il va falloir que tu te préoccupes surtout de toi. Je me fais du souci tout le temps, moi, ça me fait mal. Oui, je comprends, Gaëlle, je comprends. J'essaie de faire des efforts, mais c'est trop dur, quoi. Tu es mon bébé, tu es mon enfant, et j'arrive pas à digérer ça, j'y arrive pas. Et regarde où il en est aujourd'hui. Certes, ça s'oublie pas, mais ça y est, vous avez avancé. Il faut que tu arrives à te sortir de là, quoi. Va lui faire un câlin, va. Allez. Gaëlle qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous à visage découvert et on s'en réjouit et bravo pour ce parcours, cette reconstruction. Ça fait 12 ans que vous êtes libérée de cet enfer. Vous aviez passé combien d'années dans cette maltraitance? J'ai passé exactement 21 mois, donc ça fait quasiment 2 ans. Des années qu'on n'oublie jamais, qu'on n'oubliera jamais? Ça s'oubliera jamais. On peut passer par-dessus, continuer à avancer, mais ça s'oublie pas. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant le reportage que nous vous avons consacré? Ça m'a beaucoup ému. J'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer, mais c'était dur de se retenir. Qu'est-ce qui vous émeut le plus? On sent bien le lien qui vous unit à votre maman et on sent que vous avez du mal avec le fait qu'elle ne soit pas encore bien dans sa vie. C'est de revoir surtout les images d'il y a quelques années maintenant, qui m'ont beaucoup ému. Et puis de voir aussi ma mère qui a du mal à s'en sortir. Ça fait mal. Et puis après, moi, à côté, je suis content parce que je viens de voir aussi ce que je suis devenu maintenant et ça me rassure. Quelles ont été les réactions suite à la diffusion de l'émission? Moi, mon but, en fait, c'était d'essayer de faire ouvrir les yeux à certaines personnes, en fait. Ils peuvent avoir quelqu'un autour de eux à qui c'est en train d'arriver. Et moi, mon but, en fait, c'est si j'arrive à sauver la vie d'une personne, juste une seule personne, en fait, ce sera une victoire. C'est pour ça que vous êtes pompier? C'est entre autres pour ça que je suis devenu pompier. Parce qu'en fait, quand j'étais au collège, j'attendais toujours que mon dernier collègue, ou autant fille que garçon, j'attendais toujours que le dernier, en fait, prenne son bus pour que je puisse rentrer chez moi, chercher mes affaires d'entraînement et repartir. Parce que j'avais toujours peur de quelque chose, au cas où il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre. Votre père a été jugé et condamné? Oui. Il en est où aujourd'hui? Il est toujours... Alors maintenant, il est sorti. Ça doit faire à peu près 1 an. Vous l'avez revu? Non, je ne l'ai pas revu. Alors, vous nous dites que l'émission vous a permis d'avancer, que ça a été une thérapie. Carole, et pour vous, comment vous expliquez que vous soyez restée scotchée à ce moment-là? C'est vrai que sur le moment, ça m'a semblé une bonne idée et puis finalement, non. Comment vous expliquez que vous n'arriviez pas à dépasser cette culpabilité? Je sais pas, j'aurais dû le sentir. Il me semble que mon instinct de mère n'a pas été là.
Il y a quelque chose que j'ai loupé. Et... Mais apparemment, cet homme-là était très manipulateur. Donc, oui. Ça aurait pu arriver à n'importe qui de se faire avoir, certainement. Oui, c'est sûr. Oui. Est-ce que vous vous êtes fait aider? Ah oui, je vois un psychiatre depuis toutes ces années. Ouais. Et je continue à y aller. Et j'imagine qu'il vous dit que ça sert peut-être à rien de se poser cette question-là. Pourquoi je n'ai rien vu? Oui, je lui rabâche tout le temps la même chose. Chaque fois que j'y vais, c'est pour lui parler de Gaël. Elle doit peut-être en avoir marre, je ne sais pas. Mais c'est toujours le même sujet. C'est mon bébé, il a souffert et j'arrive pas à digérer. J'ai mal au fond de moi et c'est... Mais et si vous vous disiez que pour lui, ce serait important que vous avanciez parce qu'il lui manque, j'ai l'impression que pour aller tout à fait bien, il lui manque ça. C'est ce que je me rends compte. Que vous alliez bien. Oui. Je me trompe? Non, c'est ça, c'est la vérité, c'est ça. Ouais. Je lui dis depuis des années, mais elle n'arrive pas à avancer. C'est-à-dire que vous restiez accroché à cette idée de la culpabilité, ça ne l'aide pas aujourd'hui? Ça ne l'aide pas, oui. Au contraire. Je comprends, oui. Donc finalement, c'est ça devrait être ça votre moteur. C'est moi qui entretiens quelque part, le malheur de cette histoire. Oui, vous le raccrochez à son passé. C'est ça. Donc voilà. Je suis désolée, vraiment. Non, mais vous n'allez pas vous reculpabiliser. C'est justement pour vous l'enlever, pour vous permettre d'aller de l'avant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre maman aujourd'hui? De tirer un trait dessus et d'avancer et de voir la... Tirer un trait, peut-être pas. On ne peut pas tirer un trait là-dessus, Gaël. C'est impossible. C'est à cause de ça que j'arrive pas justement à avancer. Alors, on va demander à Frédérique ce qu'elle pense. Tirer un trait, c'est peut-être pas la solution, mais en revanche... Non, c'est pas la solution, mais c'est important que vous ayez la force qu'il a eue. Parce que la souffrance, c'est lui qui l'a vécue. Vous avez la souffrance de votre culpabilité, mais je dirais, vous avez votre chemin à faire avec ça, avec cette souffrance-là, de ne pas avoir été, parfaite à un moment, de ne pas avoir pu vous occuper de votre enfant de votre manière aussi satisfaisante que vous l'auriez voulu, mais vous l'avez sauvé, il l'a dit dans le reportage, à un moment, voilà, vous l'avez sorti de cet enfer, ça c'est la réalité aussi. Et par respect pour la souffrance qu'il a vécue, lui, vous avez à sortir de la vôtre. Parce que la souffrance, c'est lui qui l'a vécue. Donc c'est important que vous respectiez le chemin qu'il a fait et de ne pas le ramener à chaque fois à ça. Parce que lui, le chemin, il l'a fait. Donc par respect pour lui, c'est important que vous le fassiez aussi. Ouais, je ressens encore une culpabilité. Oui, mais aujourd'hui, le meilleur moyen de l'aider, c'est d'avancer. Oui, et c'est de ne pas vous raccrocher à cette culpabilité. Oui, mais ce qu'elle me dit, ça me donne encore un peu plus. Parce qu'en fait, je me sens coupable de ne pas avancer et de ne pas le rendre heureux. Et finalement, donc vous sentez encore de ma faute. D'être coupable, donc c'est un cercle vicieux sans fin. Donc à un moment donné, c'est d'accepter, j'ai failli. Mais j'ai fait ce qu'il faut à un moment donné pour sortir mon enfant de cet enfer. Il y a eu ça aussi, il faut que vous en teniez compte. Et maintenant, il faut que vous disiez, pour que je sois à la hauteur de mon fils, il faut que j'aille de l'avant. Exactement. Oui. Voilà. Non? Oui. Vous reviendrez nous voir? Je suis sûre que ça va vous aider, là, ce passage-là. C'est hop, un dernier petit déclic. Vous aviez consulté, vous, des spécialistes après votre libération? On a essayé de me faire consulter, mais j'ai jamais accepté. Moi, je me suis toujours dit que ça me servait à rien, en fait. Vous avez une sacrée force de caractère, vous, hein, et j'imagine que la boxe a été... J'imagine que vous avez trouvé beaucoup de réconfort auprès de ces entraîneurs qui vous ont encadré, là. Hein? Ouais. On va à présent revenir sur l'histoire de Julie. Julie, je vous avais reçue le 11 septembre 2012 dans une émission intitulée « Enceinte mais seule ». Quelle était votre situation à l'époque? Enceinte mais seule. Voilà, ça résume bien. J'étais enceinte de 4 mois et je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain avec j'avais déjà une grande fille de 9 ans et demi. Avec le même homme? Oui, le même papa. Donc, alors, vous étiez dans quel état d'esprit quand vous êtes venu sur notre plateau? De façade très, très bien. Mais en fait, je me suis aperçue, et en plus en revisionnant, que c'était une catastrophe. J'étais vraiment très, très mal. À l'intérieur, dévastée. Oh là là, oui. Alors, pour nous rafraîchir la mémoire et pour mieux comprendre tout le chemin parcouru en à peine 18 mois, je propose tout de suite de nous repasser le film de votre histoire.
La première pensée, c'est j'aurais pas dû être enceinte. À 4 mois de grossesse, Julie ne comprenait pas le soudain changement de comportement de son mari. Vous aviez prévu cette seconde grossesse? Oui. Ce souhait d'enfant était partagé? C'était surtout moi, à la base. Et puis il y a une découverte qui a mis un terme à votre bonheur conjugal. Qu'est-ce que vous avez découvert? Un jour, en fouillant dans son téléphone, je me suis aperçue qu'il a envoyé beaucoup de messages à une dame. Et donc c'est moi qui l'ai mis au pied du mur. Et de là, il m'a dit qu'il n'était plus sûr de ce qu'il ressentait. Une situation qui avait conduit le couple à se séparer. Quelle place a-t-il occupé, lui, dans les derniers mois de votre grossesse? J'ai voulu qu'il soit... même s'il n'allait pas être là pour l'élever en permanence, je voulais qu'il participe autant qu'il a pu le faire, un minimum par rapport à ce qu'il a fait. Oui, il a beau ne plus avoir été là à partir de 4 mois, il a toujours été présent pour les filles. Et de ça, j'ai de la chance parce qu'il est présent. Et pourtant, Julie souffrait souvent d'une grande solitude. Je sens que j'ai encore des grosses périodes d'angoisse où pendant plusieurs jours, je vois tout en noir et j'ai rien qui me donne envie. Je vois pas l'avenir. Avec mes filles, je vois que tout va bien. Mais moi, ma vie à moi, je ne vois pas. Pas bien. Difficile de se replonger. Hein. Il y a des moments où on n'a pas trop envie de se replonger. Hein. C'est une mauvaise période. Bon, ça a l'air d'aller mieux. Oui. Vous en êtes où aujourd'hui dans votre vie de femme? J'ai rencontré quelqu'un, donc 1 mois après l'émission. 1 mois après l'émission? Oui. Incroyable. Et comment ça s'est passé, la rencontre? J'adore sur les réseaux sociaux, en fait, c'était donc un groupe qui proposait des sorties entre amis, enfin entre personnes célibataires, mais pour amitié. Il n'y avait pas, parce que j'avais tellement peur de rencontrer quelqu'un à ce moment-là que je ne me suis pas lancée. Et en fait, il m'a envoyé un message. J'ai attendu un peu, puis au bout d'un moment, je lui ai répondu. Il vous avait vu Il avait vu une photo. Non, mais il vous avait vu passer dans l'émission ou pas? Non, du tout. Du tout? Du tout. Bon, et vous avez répondu? J'ai répondu au bout de quelques temps. Et on s'est mis à discuter un peu plus, échanger le numéro de téléphone pendant plusieurs semaines. Et puis, à un moment, il y a eu la rencontre. Et alors quand je l'ai vu, coup de cœur. C'est vrai? Oui. Je me suis dit, bien. Quel souvenir vous gardez de cette émission et de l'enregistrement? L'émission, le moment même de l'émission m'a fait beaucoup de bien. J'ai été cernée, c'est vrai que je voulais venir pour ça, parce que je savais que les psychologues avaient ce truc qui fait qu'on arrive à bien cerner tout de suite les personnes, et c'est ce qui est arrivé avec Yvonne. Et j'étais enfin comprise à ce moment-là. C'est vrai que... C'est-à-dire qu'elle vous a... De quoi vous avez pris conscience? Elle vous a dit quoi précisément? Que j'avais un manque de confiance qui, à ce moment-là, vous l'aviez même remarqué aussi, j'avais une façon quand j'étais assise toujours... Enfin, vraiment, je dégageais ce manque de confiance en permanence. J'essayais beaucoup de montrer que je devais être forte auprès de tout le monde et que, en étant seule et maman de 2 enfants, on ne peut pas toujours assurer tout le temps. Et ça, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre, que j'étais une maman, mais une femme aussi, et qu'il fallait que je pense un peu à moi. Et ça, ça m'a fait réagir. Le retour à la maison, il a été plus compliqué les premiers jours parce que c'est vrai qu'on ressasse beaucoup. On en reparle beaucoup, donc ça a été dur, mais les quelques jours. Et quand avec qui vous en avez parlé beaucoup? Et le fait, quand on a préparé, quand on a fait l'émission, le fait de remettre tout ça sur le tapis en détail, c'est vrai que tout ça, ça a ressassé beaucoup de choses. Quand et vos proches, ils ont réagi comment? Par rapport au passage de l'émission, ils ont été... Ils savaient que j'étais pas bien, mais je pense à ce point-là... Après, on est un peu pudique dans la famille, donc on dit pas trop, ils n'ont pas trop non plus rentré dans les détails de tout ce qu'ils pensaient, mais c'est vrai qu'ils ont réalisé que j'étais moins bien que ce que je montrais. J'imagine que ça n'a pas été facile de refaire confiance à un homme. Très très dur. Les premiers mois, j'étais à l'affût de tout, de peur qu'il s'en aille du jour au lendemain ou qu'il me raconte des belles paroles et puis que j'y crois pour rien. Et je surveillais un petit peu,
J'avais peur, tout le temps. Alors comment s'y est-il pris pour gagner votre confiance? Il m'a mis un peu sur un piédestal. C'est vrai que depuis que je suis avec lui, c'est toujours à ses yeux, je suis la plus belle, à ses yeux, je suis parfaite, même si ce n'est pas le cas. Mais bon, à ses yeux, ça l'est. Et c'était toujours des compliments, toujours des gestes d'affection, tout le temps. Ça vous a permis de prendre confiance en vous? Beaucoup. Déjà, l'émission m'avait bien aidée, mais là, c'est vrai que lui... Quelle est la femme que vous êtes devenue alors? Je suis épanouie, heureuse, enfin, parce que ça faisait un moment que le brouillard, il était là, et là, je suis enfin heureuse, et puis il y a la maman, mais il y a la femme maintenant. La femme est bien. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 février? Il m'a demandé en mariage. Romantique. Comment? On a été au restaurant tous les deux. Et puis, pendant le repas, à un moment, il m'a glissé une petite boîte en me faisant sa déclaration. Voilà. Chose que j'attendais depuis... je pense qu'on l'attend tous, tout un jour, d'avoir une belle demande. Et là, enfin, je me suis dit, en plus, je me vois faire ma vie avec lui, donc j'étais heureuse. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? Il est prévu quand, ce mariage? Il n'y a pas de date fixe, mais ça sera d'ici l'été 2015. Bon. Avant de se quitter, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un en particulier? Je voulais remercier déjà l'émission, parce que merci à Yvonne aussi à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'elle m'a énormément aidée. Et puis merci à la famille, ma sœur est là et c'est vrai que beaucoup présente. À mes amis, j'en parle à chaque fois, c'est une catastrophe. De quoi? De votre sœur? Quand je parle de mes sœurs, de mes parents, de mes amis qui sont super présents tout le temps. J'ai un petit cercle restreint, mais ils sont en or. Et puis de mon chéri, parce que grâce à lui, je suis enfin bien. C'est pour ça que vous avez acheté des lunettes roses, pour voir la vie en rose? Oui. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'être revenu nous voir. Je vais vous faire signer le grand livre de l'histoire continue. Bon, Carole, j'attends que vous reveniez, en ayant abandonné la culpabilité, en étant à nouveau dans la vie. Merci à tous et à toutes pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible. Ils sont pudiques à l'extrême. J'avais la sensation quand je marchais dans la rue que c'était presque des warnings. Oui, je ne suis pas coincée, mais je suis pudique. Pas question de montrer leur corps, même à celui ou celle qui partagent leur vie. Nous faisions l'amour dans le noir, je ne me déshabillais pas devant lui. Quand j'allais à la salle de bain, je me fermais à clé. Me dévêtir devant lui, j'ai honte, voilà, j'ai honte. Une pudeur qui peut parfois leur gâcher la vie. On s'enferme, on n'a plus d'activité sociale, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus rien. Quand il sort de la salle de bain, il essaie de provoquer, mais je détourne mon regard. Je ne peux pas m'empêcher de... Voilà. Mais réussiront-ils à se faire violence pour se réconcilier avec leur corps? Vous avez commencé par enlever le haut et le lendemain, vous avez enlevé le bas. Ça vous a plu? Oui. Depuis, je pratique le naturisme. À la maison, je fais le ménage nu. Faire le ménage, vous baissez, vous êtes nu. Derrière, vous avez quelqu'un, votre mari qui est derrière. Et alors, il se régale, lui.